Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Abigail, Être et Athlète. Aujourd'hui, c'est un moment particulier. On a décidé de faire une interview croisée et on va vous présenter un peu le parcours de la grande dame Abigail. Bonjour Abi. Bonjour Manu, merci d'avoir accepté de jouer le jeu pour cet épisode spécial. Aujourd'hui, on va essayer de connaître la femme que tu es actuellement et aussi revenir aussi sur ton parcours d'adolescente, de joueuse de basket, et aussi plus te connaître en profondeur. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi je m'appelle Abi, comme tu l'as dit, Abigail, j'ai 31 ans, j'ai été basketteuse professionnelle pendant 12 ans, donc je viens de prendre ma retraite il y a 6 mois. Mais avant tout, j'ai envie de dire que je suis une femme engagée, une femme qui est toujours restée connectée aux enjeux de la société et plus particulièrement des jeunes en Afrique. Et c'est vraiment ce qui me motive aujourd'hui, ce qui me passionne. Et c'est ce dont on va parler aussi, je crois, aujourd'hui. D'accord. Est-ce que Abby a des frères, des sœurs? Dans quel environnement elle vit? Où elle a grandi? On peut savoir un peu? Ouais, alors j'ai grandi à Créteil dans le 94, donc pur produit du 9-4 parce que je suis née à Vitry, j'ai joué à Orly, j'ai grandi à Créteil et j'y suis encore. J'ai 3 petits frères et sœurs. D'accord. Donc j'ai une sœur qui est basketteuse professionnelle aussi, une petite qui est en centre de formation et un petit frère qui a fait du basket également et qui est avec nous aujourd'hui à la maison. Fière aînée d'une petite fratrie, je suis d'origine sénégalaise, j'ai grandi à Créteil comme je te le disais et j'ai eu la chance très rapidement de connecter avec le Sénégal parce qu'en fait j'ai grandi dans un environnement complètement ancré dans la culture sénégalaise. J'ai jamais eu de sujet en fait à ce propos-là. Le Sénégal a toujours fait partie de ma vie, tout en étant française, tout en ayant grandi en France. Et donc, c'est une richesse que je porte aujourd'hui et dont je suis particulièrement fière. D'accord, alors tu as 2 petites sœurs qui font du basket, tu as un petit frère que tu fais du basket, toi-même tu fais du basket, mais d'où vient cette connexion du basket finalement? Alors, moi en fait, j'ai eu la chance depuis toute petite de faire du sport. Donc, j'ai commencé à Créteil à l'âge de 4 ans. Et entre mes 4 ans et mes 12 ans, je me suis essayée à différents sports, tu vois. J'ai fait de l'athlé, j'ai fait du tennis, j'ai fait l'école des multisports à Créteil. Donc, en tout et pour tout, j'ai dû faire une dizaine de sports. Mais à l'âge de 12 ans, je rentre de colonie de vacances et là, je me dis, bon, je vais commencer le basket parce que tout le monde m'en a toujours parlé. Je faisais 1,82 m à l'époque. Donc, tu imagines bien la pépite que les gens ont vu arriver. Et on m'a dit, Abi, tu devrais faire du basket, tu devrais faire du basket. Et c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup de fois dans ma jeunesse. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas en fait, tu vois. Donc, j'ai commencé. Et lorsque j'ai commencé, ma petite sœur Astou, naturellement, elle a suivi aussi, parce qu'on faisait souvent les mêmes activités sportives. Et donc, on a commencé comme ça, toutes les deux, en 2007. D'accord. Et ce lieu particulier, Orly, 94, où moi-même j'ai joué, où j'ai grandi, pratiquement, on a plein d'amis en commun. Peux-tu nous dire comment tu arrives à Orly? Quels ont été les facteurs, les éducateurs qui t'ont mis là-dedans, quoi? Alors, j'ai commencé le basket à Créteil, même si j'ai joué 3 jours à Créteil, je tiens à le souligner, parce que c'est ce club-là qui m'a permis ensuite d'aller à Orly. J'ai envie de dire qu'ils ont eu l'intelligence de me transférer à ce moment-là, parce qu'en fait Créteil à l'époque jouait en département et Orly en région. Donc ce qui s'est passé, c'est que 3 jours plus tard, donc j'ai atterri dans le club d'Orly et là j'y reste 3 ans. Mes petits frères et sœurs commencent le basket aussi là-bas, donc ça devient vraiment la famille clairement. Et donc je commence en Benjamin, je fais minime, puis cadet de France. Et c'est vraiment là que pour moi a commencé le haut niveau. Parce que je fais une année à Orly, l'année d'après je rentre au Pôle Espoir, 2 ans plus tard à l'INSEP. Et donc c'est un enchaînement comme ça, où je progresse, où j'évolue grâce aux super coachs de l'époque. Je pense à Francis Crespin, à Nicole, à Anne-Laure, à Mario, tous ces coachs qui m'ont formé durant ces années et qui vraiment ont œuvré à ma carrière de joueuse professionnelle. On leur passe le grand bonjour. Vraiment. Justement, on va y venir. Tu as quitté le domicile familial très jeune pour poursuivre tes rêves. Comment une jeune fille vit ce départ émotionnellement? Ça n'a pas été facile, mais je pense plus pour mes parents que pour moi honnêtement, parce que moi j'étais super excitée. Quand je fais les tests pour entrer au pôle, à ce moment-là, honnêtement, j'ai même pas conscience des enjeux. Tu vois, moi ça faisait 8 mois que je faisais du basket quand je fais les tests pour entrer au pôle, 7-8 mois. Donc c'est très jeune, j'avais à peine 13 ans.
Et lorsque je reçois la lettre qui m'indique donc que je suis prise au Pôle Espoir, mais je suis trop excitée. Et je me souviens en fait dormir avec la lettre sous mon coussin. Tellement j'étais heureuse, tu vois. Je sais pas, je voulais pas qu'on m'arrache ce rêve à ce moment, mais je prends la lettre, je la mets sous mon coussin et je dors avec et je m'endors sur cette idée que waouh, je rentre à l'internat, en sport-études, que je serai plus chez mes parents. Pour moi, c'est un peu le début de l'indépendance, tu vois. Et donc super heureuse, super fière. Et puis après, voilà, c'est le début de cette aventure dans le haut niveau. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Je m'entraîne 1 fois par jour. C'est intense, tu vois, pour une personne qui faisait du sport 2-3 fois dans la semaine, ici et là, qui était chez papa, maman, qui n'avait aucune notion de l'hygiène de vie, etc., d'un sportif. Et là, tu te retrouves à t'entraîner 1 fois par jour, à être en compétition, en concurrence avec des filles qui font du basket déjà depuis 5-6 ans. Toi, tu es là avec ton année de basket dans les jambes et on te demande de performer, de progresser. C'est pas facile et c'est vraiment à ce moment-là que je me rends compte aussi que le basket, c'est plus simplement un loisir, tu vois, c'est devenu du haut niveau, c'est devenu de la compétition, c'est devenu une vocation. Et c'est plus le même rapport que j'avais avec tous les autres sports que j'ai pu faire plus jeune. Type quand j'allais à la danse le mercredi, à l'athlé, au petit bélier, au tennis. Là, je sens quand même un début de pression. Tu vois, les gens ont des attentes, j'entends beaucoup de choses. Abby, t'es grande, fais ci, Abby, t'es grande, fais ça. Les informations. Ouais, et puis... C'était un peu, là avec du recul, je me rends compte, c'était frustrant parce que les gens ne se rendaient pas compte. Tu vois, ils voyaient une grande fille, grande, costaude, mais j'étais encore un enfant, tu vois. À l'intérieur, j'avais 12-13 ans, je commençais le milieu du basket, j'avais aucune culture basket. Et pourtant, un niveau d'exigence envers ma personne qui était super élevé, tu vois. Et ça n'a pas toujours été en plus bienveillant, même si je ne dis pas que ça a été conscient. Mais les gens, voilà, je pense que les coachs, l'entourage doivent prêter attention à ce facteur-là. De se dire que c'est une enfant encore, elle a bouffé un 90, c'est une enfant, son cerveau c'est celui d'un enfant, donc il y a des choses dont elle a besoin de temps pour les assimiler, pour, tu vois, pour les accepter, pour les comprendre surtout. Et donc, voilà, être plus doux, plus pédagogue. Ouais, d'accord. Justement, c'est intéressant ce que tu dis. Comment on arrive à assimiler études plus basket et quels sont les facteurs pour rentrer au pôle formation finalement, quels sont les atouts qu'il faut, les attentes et tout. Ce qui est bien dans ce système de sport-études, c'est que tout est fait pour que l'enfant puisse continuer à faire du haut niveau et continuer l'école. Donc c'est pas en opposition, ça fonctionne ensemble et on nous le fait comprendre. C'est le sport-études, c'est pas le sport, c'est pas les études, c'est les deux ensemble. Et donc tu as un système. Moi je me souviens à l'époque, on allait donc le matin très tôt au collège, on rentrait, on s'entraînait et le soir on avait des heures d'études. Voilà, on avait notre maîtresse d'internat qui restait avec nous, surveillait nos devoirs pendant 1 heure, 2 heures, avant d'aller se coucher. Et donc, c'était voilà, de l'exigence comme ça tous les jours, un rythme très soutenu. Mais ça a vraiment aussi été pour moi le début de la discipline, tu vois. J'étais déjà quelqu'un de discipliné, parce que mes parents étaient très à cheval sur mon éducation. Mais tu vois, c'était très... intense cette fois-ci, tu vois, tu as quand même un rythme assez soutenu, tu es en pleine croissance, tu découvres ton corps, tu grandis, tu changes. Donc c'est une grosse charge physique, mentale, mais c'est ce qui m'a forgé, tu vois, ça a vraiment été le début du haut niveau, de l'exigence de ce milieu-là, et c'est ce qui m'a préparé aussi à accepter tout ce qui allait arriver après, à savoir la carrière. D'accord. Peux-tu nous dire un peu comment sont organisés les créneaux d'horaire, un peu comment ça s'organise ? Alors, écoute, comme je te le disais, très intense. Je me souviens, les cours, ça a commencé à 8 h. Donc, on avait 2 navettes pour aller à l'école parce qu'on n'avait qu'un seul minibus, mais on était une dizaine de filles. Donc, du coup, tu as une première navette qui part à 7h20, je crois, l'autre à 7h40. Tu commences les cours à 8 h. Et puis après, donc tu restes toute la journée, plus ou moins jusqu'à 16h30, je pense. Tu rentres, tu as le goûter. Ensuite, tu as entraînement à 17 h jusqu'à 18h30, plus ou moins. Ensuite, tu vas te laver, tu vas dîner, ensuite tu as études, après tu vas dormir. Et c'est comme ça le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Le vendredi, tu rentrais chez toi. Le week-end, le samedi ou le dimanche, tu avais match. Et le dimanche soir, tu repartais au pôle. Et ça, c'est le pôle espoir. Après, je rentre à l'INSEP et là, on passe sur un autre rythme. L'INSEP, donc c'est l'Institut national. Là, je rentre à l'INSEP à 15 ans. Et là, on passe d'un entraînement par jour au pôle à 2 entraînements par jour à l'INSEP. Et là, pareil, tu commences à 8 h, mais entre midi et 2, tu as entraînement. Ensuite, tu vas déjeuner très rapidement, tu repars à l'école. Ensuite, tu t'entraînes le soir.
tu as le temps de manger, de laver, machin, ce que tu veux. Et puis ensuite, tu rebelotes, études pendant 1h, 1h30. Et tu arrives dans ta chambre, il est déjà 22h, 22h30, quoi, tu vois. Donc, de 7h du matin au lever jusqu'à 21h30, 22h, c'est vraiment quasi du non-stop. Et c'est comme ça quasiment tous les jours avec un match le week-end. Et puis l'été, tu avais les équipes de France Jeunes. Et ça, c'était vraiment la bonne partie de l'année. Tu vois, on aimait bien. On se rassemblait avec toutes les filles de l'INSEP, mais aussi de la France, des centres de formation. On prépare une compétition. On va en compétition, on voyage. Tu vas jouer contre des nations étrangères. Tu découvres d'autres formes de basket. Et ça a vraiment éveillé ma curiosité, tu vois. Ça, c'était à 15 ans. Et c'était fantastique, tu vois. Tu commences à glaner tes premières médailles, tes premiers titres. Et voilà, c'est encore une autre étape dans cette carrière. D'accord. Est-ce que tu te souviens des moments un peu seuls, hors de la famille, à ce moment-là, les doutes, les questionnements, est-ce que tu peux nous raconter ça? Ouais. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup et à toute étape de ma carrière. Il y en a eu au tout début, lorsque j'entre au Pôle Espoir, où là, je me dis, mais... Pourquoi je me suis embarquée? Il y a 1 an, je commençais le basket, j'avais aucune idée du haut niveau. Et là, on me dit qu'il faut s'entraîner 1 fois par jour. Je me fais crier dessus matin, midi, soir, j'en peux plus. Ensuite, tu rentres à l'INSEP, c'est encore d'autres problèmes. Après, tu arrives en pro. Mais je pense que les moments de solitude, tu les ressens davantage en pro. Parce qu'en fait, avant 18 ans, donc à l'INSEP, tu vois, je rencontre mes meilleurs amis, qui sont encore mes amis actuellement. Et donc, tu as quand même cette entraide. Tu vois, c'est dur, mais on vit toute la même chose. Moi, en plus, j'ai la chance de vivre à côté de chez mes parents. Je suis dans le bois de Vincennes, je viens de Créteil, je suis à 15 minutes en voiture. Mais j'ai mes amis qui viennent de Montpellier, d'Orléans, du Nord, etc. Donc, c'est quand même d'autres défis pour elles. Mais à cet âge-là, c'est la compétition, c'est la concurrence, mais il n'y a pas encore, entre guillemets, le vice du haut niveau, du monde professionnel. Ça reste relativement enfantin. Quand tu arrives en pro, là, c'est vraiment d'autres problématiques. Tu vois, là, tu es payé pour jouer, tu es payé pour performer. Et si tu ne performes pas, on te le rappelle. Tu es en concurrence avec tes coéquipières, mais en même temps, c'est avec elles que tu dois jouer le week-end. C'est une gymnastique de l'esprit, j'ai envie de dire, incroyable. Parce que tu imagines que toute la semaine, en fait, tu te tapes dessus avec ta coéquipière. Parce qu'il faut prouver que tu es la meilleure. Mais en même temps, vous devez composer ensemble pour permettre à l'équipe de gagner, pour que chacune puisse performer. Et ça, c'est quelque chose que tout le long de ma carrière, tu vois, j'ai dû composer avec. Au début, tu es un peu frustré, tu ne comprends pas. Ensuite, tu acceptes que c'est le milieu. Et puis ensuite, tu fais avec. Tu vois. Et quand tu commences à faire avec, quand tu fais avec, c'est là où je pense que tu joues le mieux. Parce que tu ne vois plus ta coéquipière comme... une concurrente, mais tu la vois comme quelqu'un avec qui tu dois faire, composer encore une fois avec pour performer, pour tirer le meilleur de toi-même aussi, tu vois. Tu apprends que quand tu t'entraînes dur contre elle, en réalité, c'est toi que tu fais progresser parce que tu arrives le week-end, c'est plus facile. Et puis à la fin, en fait, quand vous gagnez, vous êtes contente, en fait. Tu vois. Vous êtes contente parce que vous êtes allés au bout ensemble. Et c'est ça aussi la maturité quand tu fais ta carrière, c'est de comprendre que, voilà, tu as des étapes comme ça à franchir, mais à la fin, ce qui compte, c'est gagner ensemble, c'est de réussir dans un jeu collectif à briller aussi individuellement parce que ça reste ton travail. Donc, tu arrives à t'adapter, tu arrives à faire avec, quoi. Il y a un auteur qui disait que dans un sport collectif, on peut aimer ou pas aimer la personne, mais quand on gagne, finalement, tout le monde est content et tout le monde s'aime. Mais vraiment, tu vois, j'ai vécu des années horribles durant l'année. Des saisons horribles durant l'année, j'ai envie de dire. Mais à la fin, on gagne. À la fin, on finit championne de France. Tu te dis, ça en valait la peine. Tu vois. Tu soulèves la coupe. Tu as toute ta saison qui te repasse comme ça en 10 secondes dans la tête. Et tu te dis, c'est bon. Ça a servi à quelque chose. Je ne l'ai pas fait en vain. Ça n'a pas été perdu. Ça a été dur. J'ai appris sur moi, sur l'être humain, sur mes coéquipières. Ça te fait avancer. Ça te fait avancer, voilà. Et en fait, après un titre, tu reviens à la rentrée, tu le remets en jeu. Mais j'ai toujours eu l'impression que ça m'a permis de gagner 1 à 2 années. Quoi, exactement. Tu vas au Pôle Espoir très jeune, tu arrives à l'INSEP, malgré les doutes, tout ça, mais il y a quand même peut-être des gens qui t'ont marqué et qui t'ont fait avancer, qui t'ont poussé, et qui, à un moment tu te dis, ok, je suis là, maintenant que je suis là, mais vraiment j'y crois. Et puis ces personnes, est-ce que tu as des personnes, est-ce que tu peux les citer
comment ils t'ont fait avancer et pourquoi? Ouais. Alors, bien évidemment, toute personne que j'ai rencontrée sur mon chemin, que ce soit un coach, un dirigeant, une coéquipière, un supporter, m'a fait avancer vers mon objectif. Mais il y a vraiment 3 personnes qui ont marqué ma carrière, 3 coachs à différents stades de ma carrière. Donc, tu as Francis Crespin, pour moi, qui a vraiment été le premier coach qui a compté parce que lui, ça a été mon coach en sélection du Val-de-Marne. Donc, tu vois, j'ai commencé le basket le mercredi. Je te dis, le samedi, on m'envoie à Orly. Et le lundi, je débarque en sélection du Val-de-Marne. Donc, c'est la sélection des meilleures joueuses du Val-de-Marne, des meilleurs potentiels. Donc, lorsque j'arrive là-bas, je vois Francis Crespin, un grand monsieur, super bienveillant, une vraie figure paternelle. Tu vois, tu sentais toute la douceur dans sa transmission, dans sa façon de coacher. Et je me souviens, il m'a appris à faire le lay-up. Je me souviens encore de l'exercice, je me souviens de tout, vraiment. Et ça a été un coach qui m'a beaucoup marqué. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à travailler avec lui à l'âge de 12 ans. Mais jusqu'à la fin, on a été ensemble, tu vois. Il y a 2 étés, j'étais avec lui pour reprendre le basket en Normandie. Il m'a accueilli chez lui, il m'a entraîné et tout. Durant toute ma carrière, on ne s'appelait pas tout le temps, mais à chaque fois, c'était des vraies piqûres de rappel, d'humanité. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours permis de rester moi-même. Il ne m'a jamais traité d'après mes performances ou d'après mes résultats en club. C'était même limite insignifiant, j'avais l'impression pour lui. Mais ce qui comptait, c'était vraiment de savoir si Abby la femme, elle allait bien, si Abby la jeune fille, elle allait bien, si Abby l'enfant allait bien, si... c'était au-delà du basket. C'était au-delà du basket. C'était vraiment une relation humaine. Et ça m'a permis à chaque fois lorsque je partais trop loin dans mes réflexions, lorsque j'étais trop attristée par le basket, par le milieu, dégoûtée ou autre, de revenir à mon humanité, à moi-même, et comprendre que j'étais plus qu'une basketteuse, tu vois. Donc, il y a eu lui. Ensuite, il y a eu Jérôme Fournier. Lui, c'est le coach que j'ai eu entre mes 15 ans et mes 20 ans. Donc, je l'ai eu toutes mes années en équipe de France jeune, plus en pro et une saison ou 2 à l'INSEP. Et donc, il m'a accompagné littéralement un tiers de ma carrière, tu vois. Et ça a vraiment été le coach formateur, le coach exigeant, le coach très pointilleux qui m'a vraiment donné goût au sens du détail dans le basket. Parce que lui, c'était vraiment le sens du détail. C'est-à-dire que tu rates un lay-up, tu reviens, on recommence tout. Tu rates un panier facile, c'est pompe. Une mauvaise passe, vous revenez en arrière, on recommence. Mais le sens du détail. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très peu retrouvé dans ma carrière, même auprès de coachs à haut niveau. Parce que beaucoup de coachs, malheureusement, sont trop laxistes, ne font pas attention au sens du détail. Et c'est vraiment les détails qui font la différence. Et lui, c'est quelqu'un qui m'a appris ça, tu vois. Quand tu arrives en compétition, notamment sur les championnats jeunes, que tout le monde est fatigué, parce que tu as déjà joué 6 matchs en 10 jours, tu es bien contente quand tu as l'habitude de faire attention et de prêter attention aux détails. Et qu'en match, la passe que tu aurais jetée comme ça, de manière nonchalante, tu la fais bien précise, elle arrive dans les bras de ta coéquipière et elle peut marquer un panier, même en étant fatiguée, parce que tu as l'habitude, parce que ça fait 5-6 ans que tu es formé comme ça. Et donc, lui, ça a vraiment été le goût de la discipline et de l'exigence. Et ça m'a suivi, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. Et le dernier coach, c'est Julie Barène, qui, elle, a vraiment été la coach de ma carrière de joueuse professionnelle qui m'a marquée. D'un point de vue humain, d'un point de vue de management, d'un point de vue basket. Vraiment, c'est une femme que j'admire. C'est une femme contre qui j'ai joué dans mes premières années en pro. Et c'est une femme qui m'a coachée. Donc j'ai eu la chance de la voir sous différentes facettes. Mais vraiment une femme d'une très grande humanité, très humble, tu vois, qui apprend de ses joueuses, qui leur transmet, qui sait écouter ses joueuses, empathique. Ça, je pense que le fait que ce soit une femme et une ancienne joueuse, ça joue énormément. Donc aujourd'hui, c'est la meilleure coach de France et il n'y a pas de secret, il n'y a pas de hasard. C'est pour toutes les raisons que je viens de décrire. Elle sait faire composer les gens ensemble. Elle sait choisir les bons éléments pour briller ensemble, faire sortir le meilleur de chacune. Et ça, c'est vraiment une très, très grande qualité. Et puis aussi, je pense qu'elle est très bien aidée par l'environnement dans lequel elle évolue. Parce que Basketland, c'est un superbe club qui a été géré vraiment d'une manière très humaine, encore une fois, très professionnelle. Et donc, tout ce que ce club est en train de vivre depuis 5-6 ans, c'est logique, quoi. C'est un puzzle, en fait. C'est un puzzle. Exactement. Je pense que tu as oublié quelqu'un qu'on parle souvent,
Tu m'as cité 3 personnes. Ah, tu parles de Fred? Ouais, exactement. Yes. Ouais. Tu peux nous parler de lui? Oui, alors je ne vais pas parler de lui parce que c'est vrai que ce n'est pas un coach basket, mais c'est aussi une des personnes qui m'a marqué dans ma carrière, Fred Aubert, que je salue chaleureusement. Exactement. Fred, c'est le premier préparateur physique, j'ai envie de dire, que j'ai eu, voilà, de haut niveau. J'avais 15 ans quand je suis passée entre ses mains et en 3 ans, voilà, j'ai pris une autre dimension physique. J'ai appris à mieux connaître mon corps, à l'accepter tel qu'il était, grande, costaud, tout ce que tu veux, à être agile, à être mobile et à ne pas voir toutes les contraintes que les gens pouvaient mettre derrière le grand corps, parce qu'on entend beaucoup de clichés. Quand t'es grand, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Et en fait, pour Fred, non, c'était pas une réalité, ça. Ça, c'est vraiment les limites que les gens veulent nous imposer. Mais Fred, c'est un très, très grand pédagogue, un très grand coach qui nous a, à cet âge si important du développement, permis de progresser en douceur, de progresser en prenant en compte nos différentes spécificités et à les adapter au milieu du basket, vraiment. C'est quelqu'un qui était aussi très bienveillant aussi, et je voyais en lui une autre figure paternelle, tu vois. Tu quittes tes parents et c'est pas évident. Et donc c'est important que les coachs se souviennent de ça. C'est des jeunes enfants qu'ils ont en face d'eux, même si elles sont grandes, même si elles sont matures, tout ce qu'on veut. C'est des jeunes qui ont besoin de repères encore, qui sont en pleine construction. Et donc elles ont besoin de soutien, d'humanité en face d'elles. Et je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui l'oublient, tu vois. Et le pire, c'est, moi aujourd'hui avec du recul, tu vois, j'ai 30 ans passés, mais je me dis, mais quand j'avais 15 ans, tu as parfois en face de toi des discours qui ne sont pas adaptés, en fait, tu vois. On a beau être dans le haut niveau, on reste des êtres humains. Exactement. Et ça, je pense qu'il est important que les coachs s'en souviennent. Et les parents et les supporters, et peu importe qui, mais tout interlocuteur qui s'adresse à un jeune de 15 ans doit prendre en compte cet âge-là, tu vois. Même si tu fais du haut niveau, tu es en pleine construction, tu apprends à devenir un adulte, tu passes par des phases qui ne sont pas évidentes dans ton développement. Tout le monde sait que l'adolescence, c'est une période qui n'est pas forcément évidente. Alors, à plus forte raison quand tu deviens sportif de haut niveau. Et il faut que les coachs comprennent ça. Et donc, tu vois, ce genre de coach dont je t'ai parlé, les Fred Aubert, les Julie Barrel, les Jérôme, tout ça, c'est des personnes avec leur spécificité, bien sûr, qui ont toujours su mettre, je pense, de la bienveillance dans leur façon de transmettre. De l'amour aussi, c'est important, l'amour. On ne parle pas d'amour, mais de l'amour de l'autre, de tous ces sentiments qui donnent envie aux jeunes de continuer à se dépasser et de progresser. Exactement. Aujourd'hui, tu as 31 ans, tu peux nous citer un peu, juste après l'INSEP, les clubs par lesquels tu es passé en termes de professionnel, et aussi nous raconter, tu as eu des blessures, ces moments de doute, quand on est blessé, vers qui on se tourne, voilà, il y a le cocon familial, et aussi comment on est amené à être mobilisé pour reprendre la compétition. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ouais, alors donc après l'INSEP, moi je signe à Toulouse, donc justement avec mon coach Jérôme Fournier. Et donc je passe mes 2 premières années en pro là-bas, je progresse, je me fais voir dans le championnat. Et ensuite j'atterris à Villeneuve d'Ascq. Donc là on devient championne de France, ma 2e saison là-bas. Et puis bon, moi j'ai une carrière où j'ai énormément bougé, ça a toujours été par choix. Voilà, parce que j'ai toujours eu conscience aussi du fait que j'ai la chance de faire un métier qui me permet de voyager, qui me permet de rencontrer des gens, de me challenger. Et je me voyais vraiment mal faire 10 ans dans le même club. Il y a des joueuses qui le font, des joueurs qui le font, et libre à eux. Mais moi, ce n'était pas du tout ma philosophie de cette carrière-là. Et je ne sais pas, je trouvais ça tellement excitant, cette période de transfert, de spéculation, d'arriver dans un nouvel endroit, de devoir s'adapter de nouveau, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc tu vois, j'ai fait Toulouse, j'ai fait Villeneuve d'Ascq, j'ai fait Tarbes, j'ai fait Basketland à Mont-de-Marsan. Ensuite, j'ai fait la Hongrie, je suis revenue en France, j'ai fait Charleville, La Roche-sur-Yon et l'Espagne. J'ai oublié entre-temps l'Italie aussi, un petit passage en Italie. Et donc, toutes ces années-là, elles ont été super formatrices pour moi. Après, comme tu l'as dit, malheureusement, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des saisons qui se sont très bien déroulées. Tu finis championne de France, tu vas en Italie pour 3 mois, tu finis championne d'Italie, tu remportes la coupe, tout se passe très bien. Et tu as d'autres saisons très compliquées où tu te blesses, où les résultats ne sont pas ce que l'on attendait, où humainement ça se passe très mal. Donc moi, j'ai été blessée, j'ai eu une grosse blessure en 2022 au genou, donc
en équipe de France. Donc, une semaine après le début de la prépa, ça se passait super bien, j'étais super contente de revenir. On repartait sur un nouveau cycle avec un nouveau staff et tout ça. Ouais. Et je me suis dit, waouh, là, c'est peut-être le moment de performer, de prendre sa place. Et donc, j'arrive, tout se passe plutôt bien. Mais malheureusement, je me fais mal au genou. Faut savoir que cette blessure, c'est pas un hasard. J'ai vécu une saison très, 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 très compliquée cette année-là. C'est l'année où j'ai signé en Hongrie. Et je finis la saison en Italie. Je vis une saison vraiment très compliquée sur le point, d'un point de vue émotionnel, psychologique. Ça se passe très mal. Donc je coupe mon contrat avec le club hongrois et je finis en Italie. Mais voilà, durant cette saison, c'est compliqué, quoi. Je tombe en dépression, hein, clairement. Je prends du poids. C'est une période qui a été très, très difficile. Et donc, après ça, j'arrive en équipe de France. Et là, je me dis, c'est le moment de se relancer. Là, c'est bien et tout. J'arrive à mettre tout derrière moi, mais le corps n'oublie pas. Je pense que moi, dans ma tête, je pensais avoir fait le deuil de ce qui s'était passé cette saison-là. Parce que voilà, le haut niveau, c'est aussi ça. Je le dis là, pourquoi? Parce que je sais qu'il y a plein de joueurs et de joueuses qui passent par là. La dépression, c'est pas une mince affaire. T'es sous traitement, c'est quelque chose de sérieux. Je parle pas de la petite déprime d'après-match quand tu as mis 0 points et que tu as fait 0 sur 15 au shoot. Mais je parle vraiment de cet état mental dans lequel tu vois pas d'issue en fait. Le noir, totalement. Tu vois le noir tous les matins, tu n'as pas de perspective, tu n'en as plus en fait. Et j'étais vraiment arrivée à ce stade-là. À l'étranger, dans un pays profondément raciste. Donc, c'était un contexte très compliqué. Donc, voilà. Donc, j'arrive en équipe de France, je me dis, c'est bon. Et en fait, pas du tout. J'ai pris du poids, mon corps n'est plus le même. Et là, je me pète le genou, quoi. Mais vraiment, je me pète une vraie blessure. Et il me faut 18 mois pour revenir. Voilà. Et une seconde opération. Mais malgré tout, je garde le cap. Je me dis, bon, on va revenir. Après, plus d'une fois, je voulais arrêter. Hein. Durant ces 18 mois, je me suis dit, écoute, je suis rentrée à Paris, ma vie, elle se passe bien. J'arrive à renouer du lien avec des gens que je ne connaissais pas, à me faire un nouveau réseau et j'apprécie. Et je me dis, bon, je ne peux pas arrêter le basket sur une blessure. Parce que par respect pour moi-même, par respect pour tous les sacrifices que j'ai faits depuis mes 13 ans, de mes proches, de mes entraîneurs, de mes amis même qui m'ont soutenu, il faut que je revienne. Faut que je revienne. Il y a plein de sportifs qui se sont fait de grosses blessures et qui sont revenus. Donc, je reviens après 18 mois. Je finis les 3 derniers mois de mon contrat à Charleville-Mézières. Je reprends, mais c'est vraiment pas fameux. Je réussis à signer à La Roche-sur-Yon. Une année très, très, très compliquée. Vraiment, je pense que sportivement, c'est la pire de toute ma carrière. Mais c'est une saison dans laquelle j'arrive néanmoins à jouer tous les matchs. Mais voilà, tu signes dans un club, tout le monde s'attend à ce que tu sois la même joueuse que tu étais avant de te blesser et t'arrêter 18 mois. Donc énormément d'attentes, irréalistes, peu d'accompagnement au final. Mais voilà, je ne critique personne parce qu'en fait, il faut comprendre aussi que quand tu es dans le monde du haut niveau et dans n'importe quelle structure, je pense que chacun fait du mieux qu'il peut. Voilà. Mon coach a fait du mieux qu'il pouvait, mes coéquipières, et en fait aussi chacun défend ses intérêts. Le basket, comme le disait une personne que je connais, c'est le sport collectif le plus individuel, et c'est réel. Le basket, c'est un sport qui est très individualiste. Il y a des feuilles de stats où tous les matchs, on sait qui a marqué tant de points, qui a pris tant de rebonds, qui a mis tant de contres. Donc c'est un sport qui est tellement... Tu es tout le temps jugé, tu es payé même par rapport à ça. Donc tu te dis, en fait, je comprends pourquoi les gens sont là, elle croque. Bah oui, elle croque. Parce qu'elle sait que si elle met 20 points par match, son salaire l'année d'après, il est doublé. Et c'est quand même un paramètre important. Donc chacun a fait comme il pouvait, a fait comme il pouvait. Moi, j'ai fait aussi comme je pouvais au mieux. Mais voilà, une année où, in extremis, on reste en première division. Et là, je me dis, bon, Abby, là, le basket, clairement, je n'ai plus aucun plaisir. Ce milieu ne m'intéresse plus. Je n'y gagne plus, voilà, au change. C'est-à-dire que l'effort par rapport à ce que je gagne, il y a un déséquilibre. Mais résiliente, j'ai envie de dire, comme je suis, têtue comme je suis, je me dis, je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je n'étais pas dans les bonnes conditions, clairement. Donc, faut que je trouve un club qui réponde à mes critères. Et là, je dis à mon agent, je veux un club au soleil, je veux la plage, je veux pas de recoupe, je veux pas de Euroleague, je veux juste un endroit où je me sens bien en tant que femme et dans lequel je pourrais performer. Et là,
Dieu merci, je signe en Espagne, dans un club qui me permet d'avoir toutes ces conditions-là, à quelques détails près. Et donc, j'ai la plage, j'ai le soleil, j'ai la part de vue sur la mer, je n'ai pas de recoupe, j'ai pas tout ça, donc je joue une fois par semaine et ça me va. Sauf que j'arrive dans une culture basket, dans un championnat tout à fait différent, où le coach ne prend pas forcément en compte le fait que j'ai moi déjà 30 ans, donc 15 ans de plus que certaines filles avec qui je joue, que j'ai été blessée pendant 18 mois et que j'ai un genou, mine de rien, si tu fais pas attention, qui est quand même assez souffrant, donc il faut juste adapter, quoi. J'ai pu faire une saison entière en France, dans un championnat très intense, j'aurais pu le faire en Espagne. Mais pas du tout de prise en compte de tous ces aspects-là. Et là, un mois après le début de la pré-saison, j'ai trop mal au genou, quoi. J'ai vraiment mal au genou. Je fais les examens, je fais tout ça, donc on me dit que oui, là, l'état de genou, c'est pas terrible, quoi. Donc pendant un mois, je joue. Un autre mois, je joue avec sous médicaments. On part en Chine. On va jouer 2 matchs, 2 jours de suite. Après 24 heures de voyage, à peine 24 heures de repos. On rentre, on se retape un autre tournoi le jour même. D'accord. Aucune adaptation par rapport... Aucune. D'accord, ok, je vois. Aucune adaptation en tant que joueuse. Aucune adaptation en tant que joueuse avec un genou souffrant, tu vois. D'accord. Et là, je me dis, ça va pas être possible, en fait. Moi, je suis arrivée à un stade aussi où... voilà, quoi. Il y a certaines choses que je ne peux plus accepter. Quand on est jeune, on ferme les yeux sur beaucoup de choses, mais quand tu as vu différentes formes de coaching, différents clubs, différentes cultures basket, et que tu as aussi beaucoup donné, beaucoup pris, il y a des choses... les années passent, tu te dis franchement, là, mon niveau d'exigence, il n'est plus le même qu'avant. Je ne peux plus accepter certaines choses. Et je me dis, écoute, Abi, c'est ce que tu voulais. Un cadre qui te permette d'être bien, machin, tu l'as eu. Mais même malgré ça, tu te rends compte en fait que ce milieu ne te dit plus rien. Exactement. Donc je pense qu'il est temps d'arrêter. Parce qu'en plus de ça, ton genou, plus tu vas jouer, plus tu vas l'abîmer. Et il y a une vie après le basket. Je me dis que j'ai commencé très tôt ma carrière de joueuse professionnelle, j'avais 18 ans. Là, j'en ai 30. C'est bien, quoi. Moi, je suis contente avec ce que j'ai fait. Je me dis, écoute, je ne veux pas continuer à courir après je ne sais quoi. Ma santé, elle vacille. Et c'est pour moi le plus important. Donc, je dis à mon agent, écoute, on va rompre le contrat, en fait. Après 3 mois, on va rompre le contrat. Je vais rentrer chez moi et prendre soin de mon corps, prendre soin de mon esprit, prendre soin de la femme que je suis et me pencher sur la vie d'après. Parce qu'il y a un monde, en fait, après le sport. Une très longue vie, je l'espère. Et donc, faut s'y mettre, quoi. C'est le plus important. C'est une bonne et longue carrière. Donc, il y a le pôle, il y a l'INSEP, il y a les parcours formateurs, il y a tous les clubs que tu as fait après l'INSEP. Il y a eu l'équipe de France, on n'a pas parlé de l'équipe de France, mais il y a aussi l'équipe de France en senior. Les bonnes rencontres, voilà, les aléas. Et finalement, le basket, d'un point de vue discipline, qu'est-ce qui t'amène et sur toi-même, qu'est-ce que ça t'amène finalement? Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Le basket en lui-même, je vais surtout dire l'environnement qui façonne cette carrière-là, m'a donné, je pense, 10 ans, 15 ans de vie sur n'importe quel jeune de mon âge aujourd'hui, parce qu'en fait, on voit des choses jeunes que jamais on aurait vécu à 15 ans. Tu vois, moi, j'ai pas eu d'adolescence classique. On a eu une petite bêtise à l'INSEP, mais tu vois, les soirées, les boîtes, tout ça et tout, on a connu ça très, très tardivement, nous, tu vois. Mais ça m'a vraiment appris la rigueur, l'exigence, l'abnégation, le fait de toujours aller chercher plus haut, plus loin, d'être très réactif aussi. Et ça, je pense que c'est aussi dans mon tempérament, mais je suis quelqu'un qui vit à 200 à l'heure, quoi, tu vois. J'aime pas stagner, j'aime pas m'ennuyer, tu vois. J'ai toujours besoin d'occuper mon esprit, ma vie. Je me dis, voilà, on a la chance d'avoir une vie qui nous permet de faire des choses. Donc, il faut le faire, quoi. Et ça, c'est le sport, tu vois. Le sport, tu es toujours en mouvement. Tu joues le samedi, tu joues le mercredi, tu joues le samedi, tu joues le mercredi. Parfois même, tu joues tous les jours sur des temps assez réduits. Donc, tu es tout le temps en mouvement. Tout le temps. Tu vois, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas le temps de patauger et tout ça, quoi. D'accord. Avant de passer à un autre volet, Abi, qu'est-ce que tu pourrais transmettre aux jeunes filles? Il y en a énormément maintenant qui vont à NCA, qui rentrent dans les pôles espoirs, à l'INSEP. Qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre? Leur dire déjà de ne pas perdre de vue qu'elles sont des êtres humains avant tout. Et donc toujours rester connecté à cette part d'humanité.
Ne pas penser que le basket, la fame, tout ça, c'est la vraie vie. C'est éphémère, c'est une illusion. Mais de toujours rester connecté à leurs valeurs intrinsèques, quoi. Donc leur environnement familial, leurs amis, le monde. Voilà, rester connecté au monde, c'est très important. Ensuite, de se dire qu'elles ont la chance de faire quelque chose d'unique. Ouais, de vivre d'une passion aussi. Tu vois, de vivre d'une passion, c'est unique comme expérience. Et je ne sais pas c'est combien de pourcentage de la population, mais c'est moins de 1%, il me semble, tu vois, d'être sportif de haut niveau. Donc c'est vraiment un truc de fou. Donc de vraiment profiter de ça et de vraiment réussir à, durant cette carrière, apprendre à bien se connaître et de prendre cette spécificité qui est la leur et de réussir à l'intégrer dans leur carrière. Exactement. De pas chercher à se fondre dans la masse, de rentrer dans un moule préfabriqué pour elles, mais de vraiment savoir qui elles sont pour ensuite adapter leur carrière à ça. Exactement. Et pas l'inverse. Tu veux dire qu'il faut vraiment qu'elles se disent qu'il n'y a pas que basket, quoi. Ouais, et même s'il n'y a que basket, parce que ça dépend vraiment de chacun, mais de se dire, vas-y, moi je suis tel type de personne. Exactement. Et ça, c'est une force, c'est ma force, c'est unique. Et c'est ça que je dois réussir à mettre dans mon basket, dans ma façon de vivre ma carrière, d'interagir, de jouer. Et c'est ça qui rend la carrière, je trouve, excitante. De se dire que j'ai fait la carrière que moi je voulais faire, pas celle qu'on a préconçue, préfabriquée pour moi, mais vraiment celle qui me ressemble. Et comme ça, quand tu finis ta carrière, tu n'as pas de regrets. Tu te dis, mais moi j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, après c'est toi qui assumes tes choix. Mais moi, par exemple, aujourd'hui, ma carrière, j'ai pas de regrets. Je ferai les choses différemment, parce qu'avec du recul, il y a des choses qu'on perçoit mieux. Et c'est facile, avec des si, on refait le monde. Mais par contre, j'ai aucun regret. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours fait ce qui me semblait juste quand je l'ai fait. J'ai toujours suivi mon intuition. J'ai jamais signé dans un club parce qu'on m'a dit de signer dans un club. J'ai jamais travaillé avec telle personne parce qu'on m'a dit de travailler avec telle personne. Mais j'ai toujours pesé le pour et le contre dans chacune de mes décisions. Voilà. Et donc, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné parfois, mais je l'assume. Parce que c'est moi qui ai pris cette décision. Mais par contre, quand tu suis des gens, quand tu suis des mouvements, quand tu suis des façons de faire qui ne sont pas les tiennes, quand ça ne fonctionne pas, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, quoi. Donc, de vraiment réussir à garder cette identité, cette personnalité. Voilà, il ne faut pas se travestir quand on fait peu importe ce que l'on fait, mais à plus forte raison dans le sport de haut niveau, où on a tendance à trop vouloir rentrer dans un moule, être hype, avoir la fame, tout ça. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, c'est trop facile de se perdre, quoi, tu vois. Donc vraiment rester soi-même. Ça, je pense que c'est important. Voilà, très beau message pour les jeunes filles, notre petite sœur qui traîne dans les quartiers. Vraiment. Il faut être focus. Focus, ouais. Pour le deuxième volet, Abi, maintenant que tu as arrêté le basket, mais tu as une transmission qui est sur le Sénégal, d'accord ? Et l'engagement, l'identité et la transmission. Peux-tu nous dire comment cela t'est venu et à partir de quand ? Alors, comme je le disais dans ma présentation, j'ai toujours été une personne engagée, très sensible au monde, à mon environnement, aux autres. Et donc ça, déjà, ça a façonné mon identité. Quand j'étais plus jeune, j'étais déjà la petite engagée en classe. Comme je l'ai dit dernièrement, mais j'ai été conseillère municipale des enfants. J'étais souvent déléguée. J'aimais bien aider mes camarades, porter des combats en classe, on m'appelait l'avocate. Donc ça a toujours été quand même une part de mon identité. C'est-à-dire que toutes les personnes qui me connaissent, elles ne sont pas surprises de voir la personne que je deviens. Et elles me le disent toutes parce qu'elles me disent, bon, Abi, voilà, c'était évident quand on était petit. Et donc, à 22 ans, j'ai créé mon association Terang Gabi, qui est une association qui a pour but de sensibiliser et d'éduquer les jeunes filles sur la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, pourquoi cette thématique en particulier ? Parce qu'en fait, quand moi je retourne au Sénégal à 22 ans, je fais face à pas mal de remarques sur la carnation de ma peau. Donc, moi, j'ai la peau foncée, je suis sénégalaise, comme beaucoup de Sénégalais, j'ai le teint noir, comme on dit. Et donc, j'arrive au Sénégal et j'essuie beaucoup de remarques. Tu vois, on me dit « Ah, mais Abi, tu viens de France, pourquoi tu ne dépigmentes pas la peau? Tu pourrais être un peu plus clair. » Je vois les spots publicitaires à outrance, partout. Tu as des grands panneaux publicitaires dans la ville. Vraiment, les femmes sont friandes de la dépigmentation. Les hommes les y encouragent. Et je me dis « Mais là, il y a un problème, tu vois. » Et même en France, c'est quand même des choses dont j'avais déjà conscience, parce qu'au sein des diasporas noires, tu as beaucoup de femmes aussi qui se dépigmentaient la peau, et même certains hommes. Et un jour, j'assiste à une scène qui m'a marquée. C'est une petite cousine à nous qui dit à ma sœur, donc elles ont 7 ans et 4 ans, « Je suis plus belle que toi parce que je suis claire de peau. » Et ça a vraiment été le début de ma réflexion sur ce sujet, la dépigmentation de la peau, et mon envie en fait de mener
comment dire, un combat contre ce fléau, parce que voilà, on n'est pas, comment dire, on n'est pas sans savoir que se dépigmenter la peau, ce n'est pas anecdotique. Ça provoque des cancers de la peau, ça provoque diverses maladies, tu vois, cancer, hypertension artérielle, diabète, mycose, voilà, tout plein de maladies. Et surtout, en fait, au-delà de ces aspects physiques, il y a tout l'aspect psychologique derrière. Moi, j'ai compris en fait que toutes ces femmes-là qui me poussaient à me dépigmenter la peau, c'était des femmes qui n'étaient pas bien avec elles-mêmes, qui ne s'aimaient pas, qui n'aimaient pas leur identité de personne noire. Et ça, malheureusement, c'est aussi dû à tout l'héritage que l'on a eu en tant que noir à travers l'histoire, l'esclavage, la colonisation, etc. Et je me suis dit, ok, c'est très bien de critiquer Abby, mais qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça à ton échelle? Donc, on va commencer par un camp de basket éducatif qui, à l'époque, a rassemblé 40 jeunes filles dans la ville de mes parents, à Thiès, au Sénégal. Et donc, durant 3 jours, on les sensibilisait sur la confiance en soi, l'estime de soi, le sport, la dépigmentation de la peau, mais aussi des questions sur l'éducation sexuelle, les violences sexuelles. Donc, une safe place pensée pour accompagner des jeunes filles en pleine construction identitaire. Mais maintenant, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on a poussé le sujet plus loin sur un programme complet sur la confiance en soi, l'estime de soi. Donc aujourd'hui, on accompagne 100 filles, à peu près 100 filles au Sénégal, dans l'Académie Terrangabi, donc qui est le nom de l'association. Ces 100 filles-là, elles viennent un dimanche sur 2. Donc on les accompagne comme ça, sur des volets sportifs, mais aussi éducatifs. On a une formation qui court sur toute une année scolaire. Et donc sur le premier trimestre, on est sur la connaissance de soi. Le second trimestre, sur la connaissance de ses compétences, de ses hard skills et ses soft skills. Et le troisième trimestre, sur comment utiliser tout ça maintenant pour tracer ma voie professionnellement parlant. Donc soit en s'insérant dans la vie professionnelle, soit en continuant ses études. Mais l'idée, c'est que chacune d'entre elles, à la fin du programme, elles sortent de là en sachant qui elle est pour savoir où est-ce qu'elle veut aller. Et ça, c'est notre but, c'est vraiment la transmission, c'est la reconstruction identitaire, la fierté identitaire aussi, parce que voilà, malheureusement, beaucoup de jeunes Africains, de jeunes afrodescendants nourrissent des complexes parce que dans la société, ils ne sont pas dépeints d'une manière positive. Les discours négatifs à l'égard des communautés noires sont fréquents. Donc la peau noire devient une stigmatisation, devient une tare parfois, devient un handicap dans certains milieux. Et moi, ce combat-là, il est aussi personnel parce qu'il m'a permis de grandir en tant que femme noire, en tant qu'individu dans la société, dans une société dans laquelle je suis minoritaire, parce que je suis française, mais je suis noire de peau. Donc en fait, c'est un aller-retour entre mon histoire personnelle et ce que je veux transmettre aux jeunes filles et aux jeunes de manière générale en Afrique. D'accord, très bien, c'est très fort. C'est bien habillé. Il faudrait dire, à l'âge de 22 ans, tu es en pleine carrière de basket et tu aurais pu penser uniquement à toi. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire ça et comment tu t'organises, avec quels moyens humains, quels moyens financiers, comment tu t'organises? C'est vrai qu'à 22 ans, j'aurais pu être clairement dans ma carrière. Mais encore une fois, je pense qu'avant d'être basketteuse, avant d'être quoi que ce soit, je suis surtout une femme engagée, tu vois, une femme profondément connectée à l'autre, à l'homme, à l'humain. Et c'est ça qui a vraiment drivé ma carrière. Tout à l'heure, je disais de trouver sa personnalité et de la mettre dans sa carrière, de l'incorporer dans sa carrière et de ne pas faire l'inverse. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis basketteuse, mais avant d'être basketteuse, je suis une femme. Donc, cette part de moi, je la mets dans ma carrière. Et c'est ça, en fait, qui m'amène à créer cette association, parce que je savais que ça participerait déjà à mon équilibre en tant qu'individu, et que surtout, étant quelqu'un qui est profondément aussi dans l'action, je ne pouvais pas juste me dire « Ah, vas-y, au Sénégal, il y a des pigmentations, en Afrique, il y a ci, les filles comme ça ». Non, tu critiques, ok, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Et donc, ce projet, il est venu vraiment naturellement. Je ne l'ai jamais senti comme étant un fardeau, comme étant un frein dans ma carrière. Bien au contraire, ça m'a permis d'être ancrée, d'être fière de moi aussi. Tu vois, ça a vraiment participé à ma confiance personnelle. Parce que tu vois, moi, ce projet, quand je le commence, le thème, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Mais la mienne, à ce moment-là, elle n'est pas du tout à son fort, hein, tu vois. Je me construis, je me cherche dans ma carrière. Ça t'a aidé en même temps aussi. Ça m'a aidé. En fait, j'ai grandi avec l'association. Tu vois, on était 2 bébés et on a grandi ensemble, tu vois. Donc,
c'est surtout ça en fait pour moi la fierté aujourd'hui. Je suis très fière de ma carrière, je suis très fière de tout ce que j'ai pu accomplir sportivement parlant. Mais aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est quand je parle avec des jeunes qu'on a accompagnés, avec des parents, avec les encadrants sur place, et qui me disent tout le bien en fait qu'ils en tirent de ce projet. Tu vois, parfois même je me détache, je me dis c'est mon projet sans l'être, tu vois. Et je me dis mais ouais, tu peux être fier de toi, parce que franchement, tu fais quelque chose qui va bien au-delà de ta petite personne, tu vois. Et ça, c'est vraiment une forme de gratification énorme pour moi. Ouais. Et au Sénégal, comment ils le ressentent là? Comment ils t'accueillent, comment ils le ressentent, tout ce que tu fais pour eux? Bon, pour eux, c'est un grand mot. Hein. J'accompagne vraiment une petite tranche de la population, donc des jeunes surtout que j'accompagne. Hein. Aujourd'hui, on a accompagné à peu près 300 jeunes filles au Sénégal. On a aussi fait une petite action ponctuelle en Côte d'Ivoire et on est aussi en France avec les petits des centres de loisirs. Mais pour revenir sur le Sénégal, j'ai toujours eu un très bel accueil de ce projet. Et encore une fois, moi, le meilleur des accueils, c'est les jeunes et leurs parents. Quand j'entends des mamans, il y a une maman qui a témoigné il n'y a pas longtemps qui dit « Ma fille, depuis qu'elle est à l'académie, elle a changé. Avant, je me battais avec elle pour qu'elle se réveille pour aller à l'école. Maintenant, elle se lève, elle fait son lit, c'est même elle qui est derrière moi. » Je me dis, mais on parle d'une fille qu'on accompagne que depuis 4 mois. Et ça m'a... Tu sais, quand tu montes un projet, bien sûr, tu as tes objectifs, tu imagines ce que ça pourrait être, mais quand ça se réalise vraiment, tu te dis, ah ouais, c'est pas... Tu pars de zéro. C'est ça. C'est pas... Je le fais pas pour rien, tu vois, je le fais pas que pour moi. Et donc après, même naturellement, tu vois, moi je dis toujours, hein, quand tu as tu vois, tu as une intention dans ton cœur, mais après, c'est Dieu qui te permet de le déployer. Exactement. Et quand je vois ce qui arrive sur le chemin, les personnes que j'ai rencontrées cette dernière année, tous les bénévoles qui se sont engagés, des personnes que je n'avais jamais vues. Il y a même des personnes qui sont bénévoles dans mon asso que je n'ai jamais rencontrées. Il y en a une que j'ai rencontrée pour la première fois avant-hier, on est parti déjeuner ensemble. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Donc en fait, tu as ton projet, tu as ton intention. Et après, bien sûr, tu as ton travail, mais il y a aussi tout ce que Dieu fait pour te faciliter, pour te présenter les bonnes personnes, faire tomber l'argent aussi pour que ton projet puisse continuer à œuvrer. Moi, j'ai commencé les 2 premières années, c'était des cagnottes en ligne, tu vois. Des cagnottes en ligne, j'ai compté sur la générosité des gens, les gens ont répondu présent. Après, il y a eu des appels à projets, après, il y a eu l'ambassade de France au Sénégal, que je remercie aussi parce que vraiment, ils nous suivent depuis plusieurs éditions. Voilà, sans ces soutiens-là, nous, l'action, elle continuerait, on irait trouver les fonds ailleurs. Mais quand ça arrive, en fait, c'est un problème en moins et du coup, tu te concentres sur le fond, sur les filles et sur le travail que tu proposes. Donc, la force, elle vient de là, quoi. Exceptionnel. Selon toi, de quoi a le plus besoin de la population sénégalaise? Aujourd'hui, et c'est un de mes sujets, parce que tu vois, je te parle de l'association, mais pour moi, c'est ma porte d'entrée vers le Sénégal, vers la jeunesse sénégalaise et après, même de manière plus large, africaine. Moi, tu vois, je suis française, d'origine sénégalaise, j'ai un ancrage très très fort avec mon pays d'origine aussi. Et le principal défi aujourd'hui que je vois et dans lequel je suis pleinement inscrite, c'est l'éducation des jeunes, tu vois. C'est un défi qui est universel. Aujourd'hui, que ce soit en France, que ce soit au Sénégal, que ce soit partout dans le monde, ce sont des vraies problématiques parce que, pour toutes les raisons qu'on connaît, c'est des secteurs où on met le moins d'argent, c'est des secteurs qui ne sont même pas attractifs pour les enseignants, qui ne sont même pas valorisés. Donc il y a tout un tas de réflexions à mener sur ces sujets-là. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'Afrique, on sait que la population elle aura doublé d'ici 2050, que 60% de la population, il me semble, a moins de 25 ans ou moins de 15 ans même. Donc c'est énorme. On est face à une explosion démographique qui peut être un très grand cadeau pour le continent si la jeunesse elle est accompagnée, si elle est encouragée, si elle est structurée, si elle est encadrée. Parce que c'est la force vive, en fait, la jeunesse. C'est ce qui permet de construire un pays, un continent, de le bâtir, de le mobiliser, de continuer à faire ce que les aïeux ont fait aussi. Les mots là, non, tu vois, non, parce que là, je te parle avec passion, là. Là, je te parle avec passion. La basketteuse, l'éducatif, l'intellectuel, non, c'est fort. Non, mais là, vraiment, quand je parle des enfants et l'éducation de l'Afrique, tu m'as perdu. C'est fort. Je pars en tirade. Non. Et donc, du coup, c'est l'éducation, tu vois, c'est vraiment ce dans quoi je veux m'inscrire, m'investir. Et s'il y a bien une chose que je veux laisser pour demain, c'est ça. C'est œuvrer, participer, en fait, à l'éclosion de cette jeunesse africaine, de son accompagnement, de son encadrement et surtout de son éducation. C'est super important. Et est-ce que le basketball t'a aidé dans le parcours, dans le leadership associatif?
Bah, clairement. Parce que, en fait, quand tu es sportif de haut niveau, tu dois te prendre en charge. Hein, tu sais, tu dois, en fait, quand tu es sportif de haut niveau, on fait souvent le parallèle avec l'entrepreneur. Tu dois réussir à te constituer une équipe. Tu vois. Donc, clairement, j'ai appris à le faire. J'avais à peu près 18 ans, à constituer une équipe autour de moi. Donc, à choisir mon nutritionniste, mon psychologue, mon gestionnaire de patrimoine, mon massin, mon ci, mon ça. Et donc, après, tu arrives à 22 ans, tu fais copier-coller, quoi, tu vois. Ok, là, je vais monter une association. Qui est-ce qui va pouvoir m'aider pour le faire? Là, il faut trouver un chef de projet sur place, parce que toi, tu es en France. Il faut trouver des coachs, il faut trouver des formateurs, il faut trouver les jeunes qui vont participer aussi à ton projet. Et année après année, en fait, j'ai appris comment composer une équipe, comment faire avec les différences des uns et des autres, parce qu'on est tous différents. Culturellement aussi, tu vois, moi, j'ai beau te dire, je suis sénégalaise, tout ce que tu veux, j'ai grandi en France. Mon éducation, elle est française, donc du coup, il y a des chocs culturels. Et c'est arriver, en fait, avec humilité, sans jugement, et se dire, en fait, que dans toutes les parties du monde, on fait les choses de manière différente, tu vois. Et donc, ça arrivait, se demander comment ça fonctionne au Sénégal, d'accord, comment je dois m'adapter, comment je dois expliquer aussi à l'autre que moi, je ne suis pas comme lui, donc comment lui doit composer avec moi. Et en fait, avant tout, on est des humains, donc c'est juste se comprendre et puis faire avec, quoi, tu vois. Aléas, essayer de les faire en sorte que tout roule. Et le basket m'a beaucoup aidé en ce sens, parce que chaque année, j'ai joué avec des coéquipières de nationalités différentes, de milieux sociaux différents, de backgrounds complètement différents. Et donc, en fait, chaque personne que moi je rencontre, honnêtement, aujourd'hui, à moins que j'ai une personne très compliquée en face de moi, je peux faire avec. Je ne suis pas impressionnée par qui que ce soit, que tu sois un chef de machin, président de la République ou femme de ménage du palais. Pour moi, c'est la même... Non, mais je te le dis, en toute franchise, c'est la même chose, tu vois. Parce que toute ma carrière, j'ai rencontré des gens de divers horizons, tu vois. Et du coup, ça te décomplexe par rapport à beaucoup de choses. On rappelle le nom de ton association, Abi? Teranga-Bi. Teranga-Bi, c'est Teranga-Bi, très bel engagement. Merci. Maintenant, on va passer au troisième volet, qui est la fin de ta carrière, le rebond, l'héritage. Et qu'est-ce que tu vas faire pour finir ta carrière? Tu entames de faire quelque chose de fort? On espère. Est-ce que tu peux nous en parler? Écoute, oui. Là, j'ai arrêté ma carrière, donc c'est officiel. Hein. Cet épisode de podcast est aussi pour revenir sur ma carrière et puis aussi l'annoncer publiquement, parce que je me suis arrêtée à 6 mois. Et en fait, quand tu fais une carrière, mine de rien, peu importe la notoriété que tu as eue, c'est pas que ta carrière à toi, tu vois. Je t'ai cité des coachs, mais il y a aussi ma famille, il y a mes amis, il y a aussi les supporters. J'ai rencontré des supporters mais incroyables durant ma carrière. Des gens qui t'envoient des messages d'encouragement quand tu as fait un mauvais match, des gens qui te demandent si tu peux leur signer un maillot pour qu'ils puissent regarder chez eux, des petits-enfants qui t'attendent après un match où tu t'es senti mais nul pour te demander un câlin, un autographe. Et ça, honnêtement, c'est vraiment ce que je vais retenir de ma carrière. Et donc c'est pour ça que je voulais aussi faire cet épisode, pour toutes ces personnes qui ont croisé ma route durant cette belle carrière, pour les remercier aussi, voilà, pour annoncer que je prenais ma retraite et tirer un trait, tu vois, sur ma carrière. Donc aujourd'hui, je suis en pleine reconversion professionnelle. Là, je suis en stage. Je reviens au bas de l'échelle de l'apprentissage. Donc, c'est pas facile. J'intègre un milieu différent de celui que j'ai toujours connu. C'est la première fois que je suis dans une entreprise. Donc, pareil, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, parce que tu imagines que tu étais sportif de haut niveau, tu arrives tout là-haut. Justement, beaucoup de personnes redoutent ce moment. C'est pas facile. Ce moment qui arrive. Et toi, comment tu le perçois en ce moment? Tu es en pleine évolution d'apprendre des nouvelles choses et tout. Franchement, je vous dis, c'est bien. Les sportifs, préparez-vous, parce que c'est pas une mince affaire, honnêtement. De passer d'un statut où tu es au plus haut niveau de ce que tu pouvais faire, à stagiaire, c'est bien. Je trouve que c'est une belle leçon de vie, parce que ça te montre qu'en fait, tu as beaucoup de choses à apprendre, que tu as beau avoir développé une expertise dans un domaine, le monde il est super vaste, et que cette expertise, bien sûr, tu vas pouvoir la retranscrire dans ta nouvelle vie, c'est pas perdu, mais il y a des choses que tu vas devoir apprendre. Et donc, les codes de l'entreprise, la rigueur dans un domaine bien précis, accepter de désapprendre pour réapprendre. Donc, c'est ça. Donc, moi, je conseille vraiment aux sportifs, quand vous avez l'occasion, d'aller faire des petits stages durant l'été,
Durant l'été, on a parfois 3-4 mois. Donc certes, on doit s'entraîner et tout, donc on peut le faire. Hein, voilà, on peut faire sur des périodes. Mais franchement, faire des petits stages de 2 mois comme ça dans une entreprise, voilà, d'un ami, de votre papa, de votre maman, de peu importe ce que vous voulez, mais faites des petits stages juste pour garder un pied dans la réalité. Parce que moi, en fait, ce que je constate aujourd'hui, c'est que j'ai beau avoir été engagé, associatif, intellectuel, tout ce que tu veux, mais être resté connecté au monde par mes études et tout, l'entreprise, c'est quand même un autre milieu. D'accord. Donc, c'est quand même bien d'avoir des petites expériences comme ça qui nous permettent de s'adapter. Donc là, je suis en plein dedans et l'idée, c'est de reprendre mes études à la rentrée prochaine pour pouvoir ensuite, après, tirer définitivement le trait sur cette identité de joueuse de basket. Mais ça fera toujours partie de ma vie quand même. D'accord. C'est plus mon état, mais ça l'a été à un moment donné, On revient à cette célébration de basket. Ouais. Tu peux nous parler d'un événement que tu prépares? Oui, alors, donc avant de parler de ça, je vais juste faire la transition aussi, mais déjà dire que cette carrière, elle a été riche, tu vois, cette carrière a été super riche. C'est une carrière dont je suis particulièrement fière, et ça, on ne s'en rend pas compte quand on est dedans. Tu vois, c'est maintenant que j'ai arrêté, que je me rends compte de tout le chemin, tu vois. Et en fait, en ce moment, je repense beaucoup à la petite Abby que j'étais. Tu vois, vraiment, quand je pense au basket, moi, je repense à mes premiers jours dans le basket. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé devenir pro. C'était pas un plan. Moi, j'avais pas mes parents qui faisaient du basket. J'avais personne autour de moi qui était devenu basketteur professionnel. J'avais une cousine que j'ai connue sur le tard, mais sinon, je ne connaissais rien à ce milieu. Donc un grand sentiment de fierté, de reconnaissance, de gratitude, parce que oui, il y a eu des blessures, machin, mais bon, une grosse blessure sur 17 ans de carrière, je pense qu'on prend, quoi, tu vois. Donc vraiment beaucoup de reconnaissance et vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à cette carrière. Mais ça, j'aurai l'occasion du coup de le faire durant l'événement que je prépare. Donc le Jubilé Day, c'est le nom que je vais donner pour l'instant. Ça a peut-être évolué, mais en tout cas, cet événement, c'est un événement que j'ai vraiment pensé pour clôturer ce chapitre. Tu vois, au début, honnêtement, je ne comptais pas le faire. Et on s'est eu au téléphone. Moi, je comptais juste me dire, allez, peut-être je vais contacter un ancien club à moi, leur demander si je peux venir comme je suis pas en saison, annoncer ma retraite et tout, mais c'était vraiment une idée bidon. Et je t'ai eu au téléphone et tu m'as dit, mais Abby, t'es folle, faut que tu fasses un event. Tu peux pas terminer ta carrière comme ça. Et là, je me suis dit, putain, elle a trop raison. Tu vois, elle a vraiment raison, Manu. C'était une idée que j'avais dans ma tête. C'était au fond de moi, mais j'avais un peu la flemme. Tu sais, quand tu viens de finir le basket, de manière un peu abrupte comme ça, tu t'y attends pas forcément, même si c'est pas subi, mais c'était pas prévu. J'avais quand même signé pour 1 an de contrat. Et là, j'étais juste en mode, vas-y, je step back du basket, je fais ma vie. Mais en fait, non, je pense que c'est important de clore les chapitres de la vie. Qu'ils soient douloureux, qu'ils soient bons, c'est important d'honorer ce que tu as fait de bon, tu vois. Et cette carrière, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée jusqu'aujourd'hui, tu vois. Donc, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, bah ouais, il faut qu'on fasse un truc. Donc là, cet événement, le Jubilé Day, il aura lieu le dimanche 28 juin à Orly, là où tout a commencé pour moi. Voilà, à Orly. Et l'idée de cet événement-là, c'est donc de rassembler toutes les personnes qui ont compté pour moi, de toutes les honorer, et puis aussi de réussir à faire le parallèle avec la joueuse que j'étais. Donc, ce n'est pas juste un événement pour me célébrer, entre guillemets, mais c'est vraiment pour célébrer cette carrière. Et donc, il y aura un pan fort lors de cette journée, c'est la première partie qui sera consacrée à la transmission avec un groupe de jeunes filles issues du Val-de-Marne. Et donc, durant cette journée, on va organiser une session de talk, tu vois. On va faire venir des femmes inspirantes pour parler de leur parcours, parler de la confiance en soi, l'estime de soi, de la construction identitaire. En fait, toutes ces thématiques qui ont marqué ma carrière, que j'ai découvert moi sur le tard, j'ai envie de leur permettre de s'y initier déjà dès 15-16 ans, à l'adolescence, pour qu'elles commencent en fait à y réfléchir. Et je me dis, parmi ces filles-là, s'il y en a quelques-unes qui réussissent à devenir pro, et qu'elles aient déjà en fait ces notions-là en elles.
Donc, il y aura vraiment ce parallèle entre Abi et Terangabi. Il y aura une expo photo. Ça va aussi être l'occasion pour nous, l'association, de récolter des fonds. Et puis, voilà, vraiment d'honorer toute cette belle carrière, tous ces beaux, toutes ces belles choses, tu vois, avec tous mes proches, toutes les personnes qui ont fait cette carrière, qui l'ont construite aussi à mes côtés. Et puis, il y aura un match de gala à la fin qui va rassembler les anciens pros, ou même des pros actuels, garçons, filles. Voilà, une belle célébration du basket. Voilà. Donc, c'était aussi l'annonce importante que je voulais faire lors de cet épisode-là. Donc, vous serez tous invités à participer à cette belle journée de célébration du basket, de la transmission, du partage, de l'amour. Voilà. Et donc, pour moi, c'est super important. On rappelle le lieu et la date? Alors, c'est le 28 juin au gymnase Desnos à Orly. Voilà. Mais toutes les informations, elles seront communiquées. On va bien communiquer sur l'événement. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. On enverra aussi des invitations. Et puis, ça sera bien sûr ouvert aussi au public. Exceptionnel. Et je l'organise, voilà, grâce aussi à Manu qui est là et au club d'Orly. Je donne des infos, c'est tout. Non, franchement, c'est une co-organisation. On fait ça à deux en vrai. Donc, vraiment, merci beaucoup, Manu. Ça va être fort. Ça va être très, très fort. Ouais. Pour finir, Abi, j'ai toujours des petites surprises. Un petit mini-quiz. Voilà, c'est des petits papiers que tu n'es pas censé savoir les questions et puis tu vas tâcher d'y répondre. Il y a combien de questions au total? Voilà. Une seule? Ok. Alors, si tu devais changer des choses en ce monde, waouh, ça c'est la question, je devais tirer ça. Si je devais changer des choses, je dirais le système. Vraiment tout le système. Il n'est pas bon. Tout le système basé sur l'oppression, sur la domination des peuples. Ça, c'est vraiment la chose que je changerais parce que c'est vraiment ça qui vient façonner en fait tous les rapports entre nous aujourd'hui dans le monde, entre l'Occident, entre le Sud, entre le Nord, le Sud, entre les Sud-Sud, entre les Nord-Nord. En fait, on est dans un monde qui est façonné sur la domination, qui est façonné sur l'impérialisme, qui est façonné sur l'écrasement de l'autre, tu vois. Et c'est regrettable. Parce que c'est vraiment ce qui a amené tous les malheurs de cette société, de nos sociétés. Donc si je devais changer quelque chose, c'est vraiment ça. Permettre que, c'est un peu cliché, mais c'est la réalité, que l'amour remplace la haine, simplement. Si toutes nos relations étaient basées sur l'amour, et quand je parle de l'amour, c'est tout type d'amour, romantique, amical, fraternel, mais c'est vraiment juste de placer ça entre les individus. C'est-à-dire que moi, quand je m'adresse à toi, c'est une partie de moi que je vois aussi, quoi. On est des individus, on doit se respecter, on doit s'aimer, transmettre, partager. Mais on a choisi un mode de fonctionnement qui est basé sur l'exploitation de l'autre pour exister. Voilà, individualiste, etc. Et c'est très dommage, c'est très dommage. Donc si j'avais une baguette magique, ce serait clac, à bas le capitalisme. Tout est dit en 2 minutes. Autre chose, un autre? Tiens, donne-moi celui-là. Okay. Voilà. Alors, ton modèle féminin et pourquoi? Mon modèle féminin. Attends, je réfléchis un peu. Bon, je vais quand même naturellement dire ma mère, parce que c'est quand même elle qui m'a éduquée et qui m'a transmis beaucoup de valeurs. Ma mère, c'est une femme, on est très différentes. Tu vois, c'est pour ça que j'ai un peu hésité au début. Mais il y a quand même une part d'elle que j'admire et que j'aspire aussi à avoir, c'est sa diplomatie. Ma mère, c'est une très grande diplomate. C'est-à-dire que ma mère, partout où elle va, les gens l'apprécient. Et non pas parce qu'elle cherche à plaire aux gens, mais parce que naturellement, elle transmet de l'amour, elle transmet de la solidarité. Et ça, c'est une partie d'elle que j'ai héritée. Je pense que ce côté humain, c'est vraiment ma mère qui me l'a donné, parce que c'est une femme très, très joviale. Tu vois, je vois quand elle va à son école, elle travaille avec des enfants, comment les enfants l'accueillent. Partout où je vais, « Ah, mais vous êtes la fille de Ngoné » tout ça. Donc moi, je suis fière, je dis « Oui, c'est elle, ma mère et tout ». Parce que je sais qu'elle a elle donne une très bonne image d'elle-même. Et ça, c'est vraiment... ma mère, elle a été élevée par sa grand-mère. Donc elle a vraiment les valeurs traditionnelles à l'ancienne, de masla, comme on dit au Sénégal. C'est vraiment la capacité de laisser couler les choses, d'être empathique, bienveillant, de ne pas mettre l'autre dans l'embarras. Ouais. La bonne humeur, quoi. Voilà, la bonne humeur, mais vraiment de laisser la place à l'autre, d'être tel qu'il est. Tu vois, je sais que ma mère, tu peux venir à la maison, et même si elle ne t'apprécie pas forcément, parce que pour X ou Y raison, parce qu'il y a parfois des conflits dans une famille ou autre, mais elle va toujours te donner la place d'exister. Tu vois, sans chercher à te changer, sans chercher à
te juger. Et ça, c'est une très grande force que j'aime beaucoup comme valeur sénégalaise, que ma mère a vraiment hérité de sa grand-mère et que je pense qu'elle m'a permis d'avoir aussi, quelque part. Ouais. Très bien expliqué. Ouais. Voilà. Allez, encore 2 petites questions. Alors, l'amour est plus fort que tout. Carrément. Carrément, l'amour est plus fort que tout. Dieu est amour. Je pense qu'à la base de tout, c'est l'amour. Je pense que tout être humain, dans tout ce qu'il recherche, à la base des bases, c'est l'amour. Quand tu arrives au monde, la première chose que tu recherches, c'est le contact avec ton parent, avec ta mère, ton père. C'est d'être aimé, d'être cajolé, d'être sécurisé. Et pour finir, je pense que c'est... Yes. L'importance familiale. Quand tu es sportif, tu pars de chez tes parents très jeunes. Tes parents ont laissé un individu à un moment donné et on retrouve un autre, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, je suis revenue chez mes parents à 31 ans. Je suis partie, j'en avais 13. C'est pas évident, honnêtement. Ouais. C'est pas évident parce que toi, tu as construit ta petite vie en solo. Tu t'es construite solo dans ton petit coin, dans ton appart. Et tes parents n'étaient plus présents dans ton quotidien, tu vois. Et là, tu reviens, tu es chez ta maman. Et vous vous redécouvrez, en fait. Voilà. Je pense que ma mère, elle me redécouvre. Moi, je la redécouvre aussi. Il y avait des pans de sa personnalité que je n'avais pas forcément capté durant toutes ces années. Et elle aussi, je pense. Et donc, c'est intéressant. Mais en tout cas, peu importe, je pense, l'évolution de chacun. En tout cas, pour ma part, ma famille, bon, ça reste quand même le cœur de ma vie. Ouais. Et dans famille, j'ai bien sûr ma famille nucléaire, mes parents, mes frères et sœurs, mais j'ai aussi mes amis, la famille que je me suis choisie, et notamment 2-3 personnes comme ça qui se reconnaîtront très très importantes dans ma vie, qui ont vraiment participé à la constitution de la femme que je suis devenue et qui, je l'espère, continueront de m'accompagner jusqu'à la fin en fait, parce que moi j'ai vraiment envie de souligner l'importance de l'amitié dans la vie. On parle souvent de l'amour entre un homme, une femme, un mari, tout ce qu'on veut, mais moi, j'ai vraiment envie de souligner l'amour, l'amitié, quoi. Voilà, l'amitié. J'ai la chance, vraiment, c'est une grande bénédiction d'avoir des amis de qualité que j'appelle des sœurs aujourd'hui. Et parfois, on se pose la question, mais en vrai, l'amitié, c'est au-dessus de l'amour romantique, quoi. Parce que vraiment, l'amitié, c'est quelque chose, hein, ça t'accompagne. C'est vraiment les gens que tu as choisi d'aimer. C'est pas ta famille dans laquelle tu es né. Oui, ton mari, ta femme, bien sûr, tu choisis tout ce que tu veux, mais je sais pas, l'amitié, vous vous rencontrez, vous êtes jeune, c'est toi consciemment, tu choisis cette personne et tu te dis, je veux lier ma vie à cette personne-là. Totalement. Et c'est trop beau, l'amitié. Moi, j'adore. On finit sur une belle note, l'amitié, l'amour. L'amitié, l'amour, toutes ces valeurs de transmission, de partage, de solidarité, c'est essentiel. C'est vraiment, pour moi, à la fin de cette carrière, ce que je retiens, c'est toutes ces rencontres. C'est tous ces individus que j'ai rencontrés, qui m'ont apporté, qui m'ont aidé. Et ce n'est pas les médailles, ce n'est pas les titres. Ça, tu es content vraiment sur le moment, mais je te dis, tout est remis en jeu à chaque fois. Tu es tout le temps remis en question. Mais par contre, tu vois, ces gens que j'ai rencontrés, c'est vraiment eux qui m'ont permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Et j'en suis particulièrement fière. D'accord. Voilà, c'était le podcast avec Abigail. Merci beaucoup. Vous étiez dans Être et Athlète. Et puis à très bientôt.